Cette capsule, on va parler un petit peu des différents circuits de la circulation sanguine. En fait, il y en a deux. Là aussi, c'est un peu un effort de par cœur, mais généralement, si vous êtes capable de visualiser une image mentale dans votre tête, puis de voir où on se connecte, où c'est qu'on s'en va, ça devient beaucoup plus simple. De mon point de vue, la pire chose, c'est d'apprendre une série de mots sans trop savoir ce que ça signifie. Puis éventuellement, avec le temps, vous allez tout perdre ça, puis vous ne comprendrez pas. Moi, je veux, surtout quand on va passer dans les prochaines capsules, puis on va parler un peu des différentes forces qui orientent la circulation sanguine, il faut comprendre que si le sang refoule à un endroit, normalement, il devrait se ramasser à l'endroit A, puis s'il ne peut pas aller à A, il va retourner ses pas, donc à B. Ben, c'est quoi B, puis qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Donc, quand vous comprenez un petit peu la normale des choses, ça devient plus facile d'expliquer certaines pathologies par la suite. Donc, ici, évidemment, c'est une série de mots. C'est un peu un aide-mémoire. Mais si vous, la meilleure façon d'étudier ça, c'est d'avoir l'image du cœur devant vous ou du trajet de la circulation sanguine et d'essayer de visualiser. Puis éventuellement, quand vous commencez un bon exercice, prendre une feuille blanche puis de dessiner de mémoire justement l'ensemble du trajet. Première des choses, il y a deux circulations sanguines. Il y a la petite circulation qui porte le nom de pulmonaire et il y a la grande circulation qui porte le nom de systémique. Systémique réfère toujours à l'ensemble du corps. Donc, la pulmonaire, comme le nom le dit, c'est une circulation qui va rattacher en fait le cœur vers les poumons. Donc, le cœur amène le sang aux poumons, puis après, on récupère le sang des poumons, puis on retourne vers le cœur. Donc, toujours la même situation. Je montrerai ça sur une image tantôt, mais on se souvient que les veines caves vont déverser le sang du côté droit, qui est pauvre en oxygène. C'est pour ça qu'ici, je l'ai fait en bleu pour vous aider avec le code de couleur. Donc, mon point de départ, c'est les veines caves. Amène le sang à l'oreillette droite. Ici, on n'a pas marqué, mais il y a les valves auriculo-ventriculaires, c'est la droite, en fait, ici, qui va séparer l'oreillette du ventricule. Donc, ici, les valves vont ouvrir. Le sang quitte l'oreillette droite pour tomber dans le ventricule droit. Ici, il y a la valve sigmoïde pulmonaire qui va s'ouvrir, donc permettre le passage du sang du ventricule droit vers le tronc pulmonaire. Le tronc pulmonaire se divise en deux artères pulmonaires, la droite pour aller dans le poumon droit, la gauche pour aller dans le poumon gauche. Et comme c'est en bleu, c'est évidemment le sang qui est pauvre en oxygène. Les érythrocytes sont gorgés de CO2. On veut éliminer le CO2 pendant l'expiration. Évidemment, c'est les poumons qui vont s'occuper de ça. Donc, les poumons vont récupérer le CO2, on élimine pendant l'expiration. Ensuite, on inspire, on va chercher un maximum d'oxygène. Donc, l'oxygène, je le fais en rouge ici pour distinguer, va quitter les poumons et s'en vient vers le cœur. Quel vaisseau amène le sang riche en oxygène des poumons vers le cœur? C'est les quatre veines pulmonaires, les deux droites, les deux gauches. Et les quatre veines vont se connecter comme ça sur l'oreillette gauche. Parfois, vous me demandez, ouais, mais il y a des valves un peu partout, mais il n'y en a pas entre la veine, exemple, la veine cave ou l'oreillette. Non, l'ouverture est toujours. Donc, il y a toujours du sang qui peut. La porte est toujours ouverte. Okay? Donc, il y a toujours du sang qui peut passer des veines caves à l'oreillette droite et remplir un petit peu l'oreillette. Même chose pour les veines pulmonaires. Donc, ici, on n'a pas besoin de valve. Et on remplit le côté gauche. Donc, ça, c'est la première circulation. Puis, évidemment, l'oreillette gauche, on pourrait poursuivre vers le ventricule gauche et tout. Donc, c'est en continu. Et là, aussitôt que je vais passer au ventricule gauche, ben, on va parler plus de la grande circulation, la circulation systémique. Donc, dans ce cas-ci, le but, ce n'est pas d'aller dans les poumons, c'est d'aller dans l'ensemble des organes pour nourrir les organes du corps. Donc, je parlais tantôt qu'on arrivait à l'oreillette gauche. Bon, on continue. Donc, l'oreillette gauche, on s'en va au ventricule gauche avec le sang riche en oxygène. Encore une fois, il y a la petite valve cardiaque, la valvule qu'on appelle la valve auriculo-ventriculaire gauche. Elle ouvre, comme je l'ai expliqué tantôt, et le sang quitte l'oreillette pour aller dans le ventricule gauche. Maintenant, on rouvre la valve sigmoïde aortique, permet de vider le sang du côté gauche. Donc, le ventricule gauche va permettre l'expulsion du sang. Le ventricule gauche expulse le sang vers l'aorte. L'aorte, évidemment, se divise, on ne le voit pas, mais se divise en des milliers et des millions, une multitude d'artères, d'artérioles, donc qui va alimenter l'ensemble des cellules de votre corps. Et les organes récupèrent l'oxygène, peut faire de l'ATP, de l'énergie, mais va produire aussi des déchets comme le CO2. Donc, le CO2 retourne dans les veines de votre organisme et l'ensemble des veines qui amènent le sang veineux retournent se déverser dans les veines caves. Les veines caves ramènent le sang de l'oreillette droite et là, on retourne vers la petite circulation sanguine.
Si vous allez sur le site de la maison d'édition, il y a une excellente animation qui vous montre justement le trajet en temps réel. Vous pouvez l'arrêter, l'ajuster, ça devient très très clair. Je vous encourage fortement à aller la voir. Mais en gros, je vais le faire ici de façon statique. C'est à peu près l'équivalent. Donc, je le fais avec le crayon. Vous avez juste à suivre le pointeur. La petite circulation, en fait, je vais faire la petite et la grande sur la même image. Donc, circulation pulmonaire, veine cave. J'arrive dans l'oreillette droite, descends dans le ventricule droit, tronc pulmonaire. Je vais dans l'artère pulmonaire gauche ou la droite. Donc, on s'en vient au poumon, on se débarrasse du CO2. Je reviens avec le sang riche en oxygène par les 2 veines pulmonaires gauche, les 2 veines pulmonaires droite. Ces 4 veines-là vont se déverser du côté gauche ici. À la prochaine diapo, ce qu'on va aller vous montrer, mais je le fais sur ce dessin-là, la grande circulation, donc la systémique, je pars de l'oreillette gauche, ventricule gauche, je vais sortir par l'aorte, descendre dans tous les artères, alimente les différents organes, que ce soit au niveau du cerveau ou les autres organes du corps, et je vais revenir par le côté droit. Donc, techniquement, c'est 2 circulations distinctes avec 2 fonctions différentes, évidemment, la pulmonaire et la grande, mais tout est relié, ok? Donc, c'est ça qu'il faut voir. En continu, si je le fais avec mon crayon, le pointeur, côté droit, donc, on le fait rapidement, oreillette, ventricule, je m'en vais dans les poumons, reviens du côté gauche, vers sortir ventricule gauche, aorte, je vais dans le corps, je reviens du côté droit pour me débarrasser du CO2, je regagne avec l'oxygène du côté gauche, et tout ça va se faire en continu comme ça. Donc, même si les 2 côtés du cœur ont 2 fonctions différentes, évidemment, tout est connecté comme ça. Donc, ici, c'est la grande circulation, c'est la même chose. Comme je l'ai fait sur la dernière diapo, je vais la sauter. J'ai dit très rapidement, mais vous avez peut-être manqué le terme, je vais l'expliquer plus vite, je l'ai juste mentionné. J'ai parlé d'équilibre ventriculaire. Donc, c'est quoi l'équilibre ventriculaire? Ben, c'est très important, en fait. Pour se maintenir en équilibre, pour maintenir l'homéostasie, donc l'équilibre de votre corps, les 2 ventricules doivent propulser à l'extérieur, donc je parle du ventricule droit et gauche, à peu près la même quantité de sang dans la circulation pulmonaire et systémique. On ne veut pas un débalancement. S'il y a un côté qui va pousser 5 fois ou 6 fois plus de sang que l'autre, ça va amener un déséquilibre, ça peut être problématique pour la circulation sanguine. Et une des grandes pathologies qui provoque un déséquilibre au niveau ventriculaire, c'est l'insuffisance cardiaque. Et l'insuffisance cardiaque en a 2 sortes. Ça peut être du côté droit ou du côté gauche. Généralement, c'est un dysfonctionnement du ventricule. Et ça amène des signes cliniques complètement différents. Et ça, il faut être capable d'associer le bon signe clinique au bon type d'insuffisance. Donc, si vous travaillez en cardio, que vous êtes dans un département X ou Y, vous avez un patient qui fait une insuffisance cardiaque, ce qui est très fréquent en fait, c'est pas rare, là, puis vous voyez des signes d'édème, il faut être capable de comprendre ce qui se passe un peu. Il y en a un type d'insuffisance qui va provoquer en fait un édème systémique, puis l'autre type, un édème pulmonaire. Donc, c'est 2 choses complètement différentes. Et c'est important de distinguer ça. Et encore une fois, vous pouvez m'apprendre ça par cœur. Une chance sur 2 sous stress d'examen de les mélanger. Mais si vous comprenez bien la circulation sanguine, c'est peut-être pas le cas maintenant, mais quand vous allez étudier, vous allez comprendre votre trajet circulatoire. Vous allez être capable de m'expliquer simplement en visualisant le trajet circulatoire qui est responsable de quoi en fait. Alors, pour vous expliquer ça, première des choses, je dois définir le mot édème. C'est quoi? Ben, si vous ne le saviez pas, peut-être que vous avez déjà vu ça dans d'autres cours, mais l'édème, c'est vraiment une enflure qui est causée par une accumulation de liquide dans les tissus. Donc, il y a toujours du liquide interstitiel dans les tissus, il y a toujours du plasma sanguin, mais pour X raisons, il y a plusieurs causes possibles. Il y a une accumulation de liquide. Des fois, ça peut être le plasma sanguin, la pression sanguine est trop forte, donc le plasma, la partie liquide du sang, va quitter les vaisseaux pour aller s'accumuler dans les tissus. Des fois, c'est un débalancement osmotique, ça peut être une infection, un cancer, peu importe. Dans ce cas-ci, ça va être un trouble relié à la pression sanguine. Je vais vous expliquer ça dans 2 secondes. Ensuite, l'autre terme que vous devez comprendre, vous l'avez peut-être déduit, mais si vous ne le savez pas, l'insuffisance cardiaque, insuffisance, donc on n'est pas assez fort, on ne fonctionne pas à pleine capacité. C'est une contraction trop faible d'un ventricule. Par exemple, si vous faites de l'insuffisance cardiaque droite, c'est que le ventricule droit se contracte avec moins de force. Et s'il est moins fort, il propulse moins de sang dans le réseau. Et ça va amener différents problèmes, dont les différents types d'édème. Donc, à chaque fois que vous allez entendre ce mot-là, visualisez dans votre tête, OK, insuffisance cardiaque, le cœur est moins fort. Côté gauche, côté droit, maintenant, ça, c'est une autre question. Qu'est-ce qui cause l'insuffisance cardiaque? Donc, il y a plein de causes, mais les classiques.
crise cardiaque répétée, donc un infarctus. Plusieurs crises cardiaques, même des fois, on fait une crise cardiaque, des petites crises cardiaques, on ne s'en rend pas compte. Peut-être que vous avez connu un vieil oncle qui a fait 4-5 crises cardiaques dans sa vie. Bien, évidemment, souvent, il y a une partie du cœur, il y a une nécrose du cœur qui va se faire, certains myocytes qui vont mourir et tout. Et donc, si vous avez 70% des myocytes fonctionnels, 30% de moins, c'est sûr que vous avez moins de force au niveau cardiaque. C'est un peu comme n'importe quel muscle, finalement. Donc, éventuellement, ça peut entraîner une insuffisance cardiaque. Donc, si vous avez fait des infarctus répétés du côté gauche, bien, vous allez peut-être avoir une insuffisance du côté gauche. Maladie d'artère, athérosclérose, donc des artères qui vont vieillir prématurément ou qui vont parfois être obstruées par différents caillots, cholestérol ou matière lipidique ou peu importe. Bien, si j'ai une artère coronaire de bloquée, j'ai moins de sang qui passe. Donc, le cœur, pour compenser, va contracter avec beaucoup plus de force. Mais en contractant plus fort, tu peux faire ça 24 heures sur 24, 6 mois, 1 an, mais après 10, 15, 20 ans, à un moment donné, il s'épuise comme n'importe quel muscle. Donc, on n'en parle pas ici, mais le surpoids aussi, les obésités morbides, exemple, vraiment un surpoids important, bien, le cœur pompe toujours plus vite, plus fort. Parce que c'est comme si vous avez 75 livres de trop. Bien, 75 livres, 100 livres de trop, mettez-vous 100 livres de briques sur le dos puis faites votre vie. Bien, c'est une charge supplémentaire. Puis il y a d'autres facteurs aussi de résistance avec les vaisseaux sanguins et tout. Donc, qui va empêcher la circulation sanguine ou en tout cas s'opposer comme une espèce de résistance et le cœur devra compenser en se contractant plus fort. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si le cœur se contracte plus fort pour compenser, ça fonctionne, mais à un moment donné, il va s'épuiser puis on tombe en insuffisance. Certaines affections particulières qui attaquent spécifiquement le cœur vont affecter le cœur, donc il va rester affaibli, qui sont détruits certaines cellules. L'inflammation qui vient comprimer le cœur aussi, qui peut avoir des lésions. Puis, abus de drogue, d'alcool, certaines drogues, l'alcool, chez les alcooliques, on peut voir ça, des alcooliques sévères pendant des décennies. Vraiment, il y a de l'insuffisance cardiaque qui s'installe. Puis, certains médicaments aussi qui peuvent affecter le cœur. Donc, peu importe la cause, tout ça résulte sur une incapacité à se contracter convenablement. Donc, le cœur se contracte avec moins de force. Maintenant, comment ça se fait qu'on peut faire deux types d'œdème? Je vous explique ça, mettons, avec l'œdème pulmonaire. Donc, l'œdème pulmonaire est toujours causé, dans ce cas-ci, par l'insuffisance gauche. Ce n'est pas possible qu'une insuffisance cardiaque droite provoque l'œdème pulmonaire. Et comment on va visualiser ça? J'ai fait un petit symbole ici pour illustrer que l'insuffisance cardiaque est de ce côté-ci. Si le côté gauche du cœur se contracte avec moins de force, en fait, on va y aller à l'inverse. On va y aller à une situation normale. Normalement, si vous maîtrisez votre circulation sanguine, le sang arrive du côté gauche, comme ça, par les veines pulmonaires, oreillette, ventricule gauche, sort par l'aorte, on va alimenter. Maintenant, je vous pose la question suivante. Le côté gauche, ici, avec la petite étoile, démontre qu'il y a de l'insuffisance. Donc, si le cœur du côté gauche, le ventricule, se contracte avec moins de force, est-ce qu'on est très efficace pour chasser le sang? Bien sûr que non. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Mettons, je fais un cas extrême. Le sang n'arrive plus à sortir ici. Donc, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui va arriver? Le cœur est trop faible. On va remplir ici le ventricule. Qu'est-ce qui se passe une fois que le ventricule est plein? Là, on voit que le sang arrive comme ça du poumon, de l'oreillette gauche. Là, j'ai plus de place. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, là, on va s'accumuler ici. C'est comme la circulation. Il y a un accident sur l'autoroute. Vous êtes congestionné, les voitures n'avancent pas. Le sang, c'est les voitures. Le sang, les voitures dans l'oreillette, le sang ne peut pas circuler vers le ventricule. C'est plein, c'est congestionné. Donc, on va remplir l'oreillette ici. Maintenant, le sang qui arrive des poumons par les veines pulmonaires, qu'est-ce qui arrive? Il n'y a plus de place. On va s'accumuler comme ça dans les veines pulmonaires. Et en fait, on fait une circulation inverse. C'est pour ça que si vous connaissez le trajet normal de la circulation, vous le faites à rebours ou à l'envers, en arrière. Je recule dans le sens inverse, qui est complètement illogique. Et là, le sang s'en vient comme ça dans les ventricules. Puis qu'est-ce qui arrive? Bien, là, il va rester accumulé ici, coincé dans les capillaires du poumon. Et pourquoi ça fait de l'œdème? Bien, c'est parce qu'au niveau des poumons, si je grossis les capillaires, accumulation du volume sanguin, parce que ça refoule à ce niveau-là, ça augmente la pression et ça va pousser tellement fort que ça va sortir le sang à l'extérieur. Donc, le plasma s'accumule ici et ça fait de l'œdème. Cet œdème, comme je suis dans les tissus pulmonaires, ça va faire une enflure au niveau des poumons. Donc, si votre patient est alité, puis vous voyez qu'il commence à... Vous êtes en cardio, puis peut-être que ce n'est pas diagnostiqué encore qu'il y a une insuffisance cardiaque, mais vous voyez qu'il y a une accumulation de liquide au niveau thoracique, au niveau des poumons,
Ça peut être plein de causes, ça peut être une infection, ça peut être plein de choses. Mais si vous savez qu'il y a des symptômes d'essoufflement, puis il est fatigué, puis il a de la misère à marcher et tout, puis il est en embonpoint, puis tout ça, puis il est en cardio, donc déjà, ça va pas trop bien au point de vue cardiaque, peut-être que ça va vous pister sur l'idée, c'est pas sûr que c'est ça, mais il y a des bonnes chances, c'est possible en tout cas, que cet enflure au niveau thoracique est causé par une faiblesse du cœur du côté gauche, tout simplement pour la raison que je viens de vous mentionner. Et c'est simple en fait à expliquer. Je vous demande de m'expliquer ça à l'examen. Bien, tout ce que vous avez à me dire ou à comprendre, c'est pourquoi on associe l'insuffisance gauche à l'œdème pulmonaire. Simplement parce que le cœur du côté gauche, vous commencez comme ça en fait. Côté gauche trop faible, le sang n'est plus expulsé, ou en tout cas moins efficacement dans l'aorte, donc il s'accumule dans le ventricule, s'accumule dans l'oreillette gauche, refoule vers les veines pulmonaires, ce qui est identifié par la flèche. Et comme les veines pulmonaires sont branchées vers le poumon, on s'en va dans ce sens-là. Accumulation de liquide dans les capillaires pulmonaires, puis le sang s'accumule, pression augmente, puis ça favorise l'expulsion du liquide à l'extérieur des vaisseaux, donc dans le tissu pulmonaire. Maintenant, c'est la même logique pour le côté droit, c'est juste qu'on n'est pas au même endroit. Donc, ce que vous devez vous souvenir, c'est que la veine cave, les deux veines caves sont reliées à l'oreillette droite, ventricule droit, et ventricule droit, on s'en va dans le tronc pulmonaire ici, pour aller vers les poumons. Mais les veines caves sont connectées sur quoi? Sur l'ensemble des organes, cerveau, estomac, donc tous les organes et tous les veines de votre corps reviennent par la veine cave. Si je m'en vais en sens inverse, puis je tombe dans la veine cave, là, je ne vais pas vers les poumons, je vais retourner vers les organes, donc vers le cerveau et les autres organes. Mais la logique est identique, c'est juste qu'on n'est pas du même côté et on n'est pas dans les mêmes vaisseaux. Donc, si on applique le même raisonnement, côté droit ne fonctionne pas, insuffisance droite, le ventricule se remplit du côté droit, le sang refoule vers l'oreillette droite, et là, si vous vous souvenez, c'est la veine cave. Donc, le sang refoule vers la veine cave, s'accumule dans les veines caves, et même si ce n'est pas identifié sur le schéma ici, l'ensemble des veines caves est connecté sur l'ensemble des veines du réseau. Donc, il va y avoir accumulation de sang dans l'ensemble des veines. Ici, exemple. Et exemple, ici c'est l'organe, un organe quelconque, je ne sais pas moi, le foie, l'estomac, je ne sais pas trop, mais il va y avoir une sortie de liquide dans les différentes veines pour les mêmes raisons que tantôt. Il y a accumulation de sang dans les capillaires ici, la pression est forte et ça fait un édème qui est systémique généralisé parce que ça se fait dans l'ensemble du corps. Puis, je vous dis ça parce que c'est de la bio, mais dans le pratico-pratique, c'est particulièrement visible dans les jambes des fois. Sauf si votre patient est alité depuis 6 mois puis il ne bouge pas, là, l'œdème est moins évident. Peut-être que ça peut être un peu partout, dans les jambes, un peu partout. Mais quelqu'un qui est moindrement mobile, souvent, l'œdème est très proéminent au niveau des jambes, très évident. Puis là, vous pensez que c'est juste les jambes qui sont affectées. C'est complètement faux. C'est un effet de gravité. Donc, l'œdème systémique, dans ce cas-ci, d'insuffisance du côté droit, ça se fait partout, mais c'est plus évident à voir dans les jambes. Pourquoi? Bien, si le patient est debout, même si j'ai de l'œdème au niveau du cerveau, des bras ou peu importe, le sang, par la gravité, a tendance à retourner vers le bas. Donc, souvent, il y a une accumulation plus forte qui va se faire au niveau des jambes, et les jambes peuvent enfler comme des jambons, et puis ça devient très, très évident. Donc, le premier réflexe, c'est « Oh, c'est pas normal, on a de l'œdème à ce niveau-là. » C'est ciblé dans les jambes. Il peut y avoir un trouble de circulation au niveau des jambes aussi, mais parfois, c'est de l'œdème systémique comme ça, parce que c'est juste un effet de gravité. Par contre, quand c'est une insuffisance droite comme ça, il faut être capable de m'expliquer le fait que ce soit dans les jambes ou ailleurs, c'est un édème généralisé simplement parce qu'on refoule le sang comme ça vers les veines caves et l'ensemble des veines. Donc, ça part toujours de la même manière, que ce soit droit ou gauche, c'est une faiblesse musculaire, une faiblesse au niveau des ventricules, pour X raisons, et le sang va être en fait, comme il sort difficilement à l'extérieur des ventricules, a tendance à rebrousser chemin et on retourne en sens inverse, ce qui explique les deux différents œdèmes. Donc, évidemment, vous devez être à l'aise à bien distinguer ces deux problèmes-là. En terminant, je vous ai parlé un petit peu des vaisseaux coronaires. Donc, artère coronaire, exemple, je voulais vous les montrer ici. C'est les vaisseaux qui alimentent les cellules du corps pour les nourrir en oxygène nutriments, ça vous le savez. Mais je voulais surtout vous rajouter le fait de la crise cardiaque ici, l'infarctus du myocarde, parce que c'est une des causes principales. Donc, regardez ce que je pointe présentement. Vous avez deux artères coronaires comme ça qui vont faire différentes branches. Ce qui doit vous frapper, c'est que contrairement à l'ensemble des artères du corps, je pose la question, l'artère principale du cœur, si vous la comparez avec une artère du rein, du foie, du cerveau,
Est-ce qu'elle est très grosse ou très petite? En fait, c'est une minuscule artère. Hein? C'est gros comme gros comme une paille pour boire à peu près, peut-être un peu plus petit même. Donc, très petit. Alors, si j'ai une petite artère comme ça ou une très grosse à côté, laquelle qui va boucher le plus facilement? Malheureusement, ça va être la petite. Ici, si j'accumule de la graisse ou des cailloux, bon, cette dimension-là, c'est assez important, mais j'ai tout ça pour faire passer le sang. Si je prends la même proportion ici, j'ai les trois quarts de l'artère qui est bloquée. Et c'est pour ça qu'on a souvent des artères, des crises cardiaques, des infarctus. C'est que l'artère coronaire, la principale artère coronaire, va bloquer facilement. Et si je bloque ici, bien, le reste des vaisseaux ne sont pas alimentés. Et un infarctus, c'est quoi? Bien, c'est une circulation intermittente ou complètement nulle qui fait qu'on n'a plus assez d'oxygène pour alimenter l'ensemble des myocytes. Plus d'oxygène, pas d'énergie, commence à mourir. Puis, des fois, c'est intermittent, il y a un peu de sang qui passe, qui arrête de passer, donc ça explique des douleurs qui apparaissent ou disparaissent, mais en gros, c'est le problème. Donc, les artères coronaires, la première chose que je demande de savoir, sont là pour nourrir, hein, évidemment, nourrir les différentes cellules cardiaques, mais je veux quand même que vous sachiez, c'est important, que ces artères-là, comme ils ont un plus petit diamètre, bloquent plus facilement, ce qui explique souvent En fait, c'est une des principales causes des infarctus du myocarde en Amérique du Nord. Question de culture, mais juste pour le fun, si j'ai un caillot qui bloque ici, position A, puis j'ai un caillot qui bloque à B, puis c'est 100% bloqué, exemple, quelle situation est la plus dramatique pour le patient, A ou B? Moi, je vous dirais que c'est B le pire. Pourquoi? Parce que c'est tout le concept vasculaire des branches. Si je bloque A, toutes les cellules alimentées par A sont endommagées, mais les autres fonctionnent. Donc, ici, on est correct, donc c'est un infarctus moins sévère. Mais si je bloque la voie principale en partant, tout ça, donc là, j'ai complètement le côté droit qui ne fonctionne pas. Donc, dépend toujours où le caillou va se rassembler. Fait que les vaisseaux coronaires, c'est l'ensemble des vaisseaux. Je ne vous fais pas apprendre les différentes branches, mais gardez quand même en tête la logique de si j'ai une branche principale, le tronc de l'arbre, si vous voulez, qui est bloqué, c'est bien pire que si c'est juste une branche. L'effet va être moins grave, va être plus local, si vous voulez, ici, que si c'est le tronc initial. Maintenant, j'ai aussi des veines coronaires, donc tous les veines qui vont récupérer le déchet, c'est la même chose. Je vous ai parlé rapidement du sinus coronaire, donc c'est une veine très large. Le sinus coronaire qui débouche comme ça dans l'oreillette droite, bien, tout ce que vous devez savoir, c'est que tous les veines ici, les petites veines coronaires, vont finir par se déverser dans le sinus, qui lui-même va se déverser dans l'oreillette droite, tout simplement. Donc, c'est important de comprendre que le CO2, contrairement à tous les autres organes qui produisent du CO2, arrive par les veines caves dans l'oreillette droite, mais exceptionnellement, au niveau du cœur, c'est le sinus coronaire qui n'est pas du tout connecté à ces veines caves. C'est une circulation indépendante. Donc, le sinus coronaire va déverser comme ça le sang rempli de CO2, pauvre en oxygène, vers l'oreillette droite, mais un trajet parallèle comme ça. Donc, le sinus ici va ouvrir du côté droit. À droite, c'était la photo ici qui est un modèle de polymère. Je trouvais ça intéressant parce que les dessins dans votre livre, c'est jamais très près de la réalité. C'est une image. Ça ici, c'est un vrai cœur. On a fait un moule de polymère et on a rempli les vaisseaux sanguins coronaires de polymère, puis on a éliminé le reste. Donc, on reconnaît la heurte et tout, mais regardez la complexité du réseau coronaire. Donc, c'est bien plus complexe que les trois petites veines que je vois d'un côté ici, ou les quelques artères que j'ai montrées tantôt. Alors, on voit vraiment la complexité du réseau. C'était pour vous donner une petite idée plus proche de la réalité, en fait. Donc voilà, ça conclut cette première capsule sur le cœur. Donc dans les prochaines capsules, on va reprendre un petit peu ces idées. On va parler éventuellement un petit peu de l'ECG, mais on va surtout s'attarder aux différents facteurs. Par exemple, la précharge, post-charge, des drôles de mots peut-être pour l'instant, mais justement ces facteurs-là qui vont faciliter ou non le déplacement sanguin. Et un élément extrêmement important qu'on va étudier en détail éventuellement, c'est tout le cycle de contraction cardiaque. Donc, comment on fait pour contracter et relâcher les oreillettes, les ventricules. Donc, on va regarder ça en détail éventuellement. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne étude. Et si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas. Comme toujours, vous m'écrivez par Mio. Donc, à très bientôt.